Monsieur Paul Makela, je suis président du parti Émergence, membre de l'Union Sacrée. Je suis un opérateur économico-social. Pourquoi je mets l'économie avant? Parce que nous, en tant que néolibéraux, par idéal, nous croyons que c'est les capitaux, c'est la création des richesses qui permet aux actions politiques d'impulser une dynamique apportant du changement. Je suis l'un des soutiens majeurs du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, que je félicite pour sa brillante réélection. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie et de grande satisfaction parce que nous avons porté le chef de l'État dans nos cœurs. Nous avons prêché, annoncé Félix Tshisekedi à nos compatriotes. J'étais à Kisangani, qui est mon fief, et j'ai voté. J'étais fier de circuler, de parler de mon candidat et de voir qu'en face, il n'y avait rien. Ma joie, c'était également de voir que des citoyens, à l'unisson, ont décidé de faire barrage aux ennemis de la République qui sont venus avec des discours pouvant jeter l'huile dans le feu, pensant pouvoir créer un soulèvement. Mais je crois que le peuple congolais a d'autres préoccupations. Et la première préoccupation des citoyens, c'est sa sécurité et la stabilité de notre pays. Notre premier héritage, c'est la terre, c'est la nation que nous ont légué les pères fondateurs. Et le président, étant confronté à ces défis sécuritaires, il en a fait son leitmotiv dans la campagne et ça a rencontré les attentes des citoyens et de nos compatriotes. Ce n'est pas un projet de société, ce n'est pas un plan d'action quelconque, mais c'est d'abord la défense de la patrie. Les Congolais sont rattachés à l'unité et à l'intégrité de leur territoire, que celui qui vient pour combattre l'ennemi et qui déclare être prêt à faire la guerre aux ennemis de la République, comme le Rwanda et autres, ça c'est l'homme dont le peuple a besoin. Nous avons vu Félix Tshisekedi être revêtu de l'esprit de Lumumba, l'esprit combatif de Mzee Kabila et autres. C'est ce qui a fait le plébiscite. Donc ma joie, c'était de savoir qu'enfin nous donnons un deuxième mandat au chef de l'État pour qu'il continue à mener notre pays dans la sécurité. La première chose. La deuxième chose, c'est la prospérité pour moi. La sécurité va avec la paix, mais c'est la prospérité. Maintenant, place au travail pour transformer le bien-être de nos citoyens. Ça, c'est le devoir, la responsabilité que représente ces deuxièmes mandats. Et surtout, travailler sur l'héritage de Tshisekedi. Que léguera Tshisekedi à la nation congolaise? Je pense que les élections parfaites n'existaient pas. Même aux États-Unis, on a vu le décompte de voix avec Al Gore, on a vu la contestation de Trump. Les résultats, les élections parfaites n'existaient pas. Et puis, nous parlons ici d'un pays qui fait 2 345 000 km², qui fait presque l'Europe en entier, qui a beaucoup de défis en termes d'infrastructures. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas... Certains matériels pour être déployés sont transportés à même le dos. Donc, face à tous ces défis-là, logistiques, je crois que nous félicitons la CENI pour avoir tenu l'engagement constitutionnel
d'organiser les élections dans le délai. Nous félicitons également les missions d'observation qui ont noté qu'il y avait des irrégularités, que ça ne remettait pas en question la tenue du scrutin. Après, bon, l'opposition est dans ses droits de contester, parce que, bon, si l'opposition ne conteste pas, ça sera quoi son rôle après? Ils doivent contester, mais je crois que les élections sont circonscrites par la Constitution. Il y a des principes fondateurs, des textes qui régulent comment est-ce qu'on peut contester les résultats. Ce n'est pas la rue. L'article 64 de la Constitution parle de barrer la route à tout citoyen qui accéderait au pouvoir ou qui en fera usage par des voies autres non constitutionnelles. Est-ce que les élections sont non constitutionnelles? Les élections, c'est la Constitution. Donc l'article 64 ne s'applique pas parce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi n'a pas accédé au pouvoir par des moyens autres que ceux prévus par la Constitution. Mais par contre, le même article 64 dit que nous devons faire échec à toute personne censée, dans l'alinéa 2 de l'article, toute personne censée inverser, perturber l'ordre constitutionnel et devra être sanctionnée selon la rigueur de la loi. Donc, je me dis ici que le droit devra s'appliquer, l'autorité de l'État devra être appliquée avec force, parce qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin, parce qu'on a ses ambitions, on a ses propres inquiétudes, et prendre en otage la vie de plus de 100 millions de personnes, parce qu'un individu ou un groupe d'individus se sentirait lésé. Encore faudrait-il qu'ils prouvent qu'ils ont gagné. Je crois que l'opposition doit se comporter en bon perdant et s'apprêter à faire de l'opposition républicaine. S'ils auront des élus à l'Assemblée nationale, qu'ils aient un groupe qui fasse de l'opposition républicaine, mais qui laisse les citoyens en paix pour que nous puissions travailler d'arrache-pied, que nous puissions concentrer nos énergies dans la transformation de notre société et l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. L'évidence, c'est ce qu'on a dit, le plébiscite du peuple. C'est le peuple qui a donné le ton. Le peuple a choisi Félix Antoine Tshisekedi comme étant 6e président de la République. Dès lors que le peuple a levé ses options, il a dit par la voix des urnes ce qu'il voulait, je ne vois pas une autre structure aller à l'encontre de la volonté du peuple. Je ne pense pas que l'Église va dans le sens de la CENI, mais je crois que l'Église, étant au milieu du village, représentant la population, va dans le sens de ce que veut le peuple. Et puisque le peuple veut que son vote soit respecté, que Fachi, comme nous l'appelons, Fachi Béton chez moi, à Kisangani, on l'appelle Chuma ya moto et Bende ya moto. Comme les citoyens le disent, l'Église a compris qu'elle ne peut pas aller à l'encontre, elle ne peut pas naviguer à contre-courant ou à contre-sens. Et ça rejoint le fait que la CENI a organisé des élections acceptables, certes pas parfaites, mais si on regarde le nombre d'incidents par rapport au nombre de bureaux de vote qu'il y avait, je crois qu'on est dans le 10%, 5%, 5 à 10% d'incidents, ce qui reste quand même minime. Mais au moins tous les citoyens ont pu exercer leur droit de vote. Je crois que cette Cour aujourd'hui, elle est impartiale. Le chef de l'État a fait de la liberté et de la séparation de pouvoir, le pouvoir exécutif, judiciaire
et législatif, la séparation de pouvoir, c'est parmi les leitmotivs du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous l'avons vu, dans plusieurs affaires, le chef de l'État a laissé la justice faire son travail. Les acteurs politiques doivent apprendre à faire confiance à leurs institutions. Nous devons faire confiance aux institutions de notre pays. Certes, il peut y avoir des faiblesses, mais nous devons faire confiance aux textes réglementaires. Nous devons faire confiance aux institutions. Je crois que cette Cour constitutionnelle dira le droit. Parce que quand la Cour constitutionnelle a dit le droit pour accepter la candidature de Katumbi et autres, là, la Cour, elle était bien. Ben alors, aujourd'hui, qu'on accepte également le verdict de la Cour. J'encourage, je trouve que la démarche du candidat Théodore Ngoï, c'est une démarche républicaine. On ne peut pas vouloir diriger un pays et saboter les institutions nationales. Il faut que l'on laisse au président de la République la liberté de se choisir des collaborateurs qui ont des compétences variées. La gestion de la nation, ce n'est pas que de la politique politicienne. Je crois que ce que le peuple attend au quotidien, c'est son bien-être, le respect des droits fondamentaux, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, il y a la gratuité de l'enseignement qui était déjà amorcée dès le premier mandat. Chez moi, à Kisangani, il y a des gens qui ont voté le président Fachi parce qu'ils disent que pour la première fois, ils n'ont pas à payer des primes à l'école. Ils envoient leurs enfants à l'école gratuitement. La gratuité de l'enseignement est effective. Et je pense que nous devons aller beaucoup plus pour que ça atteigne les niveaux secondaires. Et ça sera déjà un soulagement. Deuxièmement, l'accès aux soins de santé. Il y a le programme de couverture santé universelle, mais il faut construire des infrastructures. Troisièmement, le manger du quotidien. Qu'est-ce qui arrive dans l'assiette du citoyen? C'est là que je vais insister. Il n'y a pas de miracle pour apporter du pain ou apporter plus de pouvoir d'achat dans le panier de la ménagère. Le seul miracle, c'est le travail. Et le travail ne peut être fait s'il n'y a pas de capitaux. Les grandes nations se développent par l'intelligence financière. Et ici, les gens ont peur, ils ne croient pas. Le problème du Congolais, c'est que quand vous lui présentez quelque chose qu'il ne comprend pas, il pense que sa limite devient le standard international en la matière. Les gens ne veulent pas se remettre en question, ils ne veulent pas apprendre. Et c'est très important que le chef de l'État ait des collaborateurs qui ont une vision large et une autre compréhension du monde. Je dis qu'une nation, ce n'est pas que la politique du djalelo, du clientélisme, du népotisme que les gens font matin, midi et soir, mais qui apporte de vraies solutions. Je crois qu'il y a des erreurs qui ont été faites dans la gestion des finances publiques. L'IGF a fait du bon travail pour aider les entreprises publiques et les régies financières à assainir la gestion, mais il y a encore du chemin à faire. Là, on ne s'attarde que sur ce qui est récolté, mais on ne met pas un cap sur la diversification de mécanismes de production pour qu'on produise dans la diversité, qu'on ramène des capitaux frais et que l'État aide les entrepreneurs que nous sommes à avoir des meilleures conditions pour accéder à des financements locaux, parce qu'aujourd'hui, la réglementation bancaire qu'il y a en RDC, je crois que ceux qui l'avaient fait, c'était de trafiquants, c'était des messieurs qui n'avaient pas une vision des grosses affaires. Aujourd'hui, quand vous parlez de projets qui vaut des milliards, tout le monde pense que c'est de l'utopie. Mais il n'y a que le Congolais qui pense que c'est utopique. Mais vous en parlez aux Occidentaux qui ont vu d'autres nations se développer, les Occidentaux, les Asiatiques. Ils se disent que c'est ça qu'il faut pour votre pays. Il nous faut de l'audace, Monsieur le Président. Il faut que nous puissions pousser nos limites. Je le dis encore
à son Excellence. Les hommes et les femmes qui vous entourent ou qui devront vous entourer ne sont pas ceux qui doivent alimenter la peur en vous, mais c'est ceux qui doivent vous aider à avoir plus de foi, plus de confiance en l'avenir et à vous jeter dans l'eau parce que nous sommes là. Vous avez 73% des voix. Les Congolais sont avec vous. Monsieur le Président, allons vers des réformes. Monsieur le Président, mettons de côté des hommes qui constituent des épines dans vos chaussures, des cailloux, qui ne vous aident pas à courir plus vite. Nous sommes disposés. Votre peuple, le peuple congolais est avec vous. Le défi que nous avons en ces 5 ans, c'est de construire l'héritage du président de la République. Et parmi ces héritages, je crois que Fathi City, c'est un héritage parlant. On parle de cité Maman Mobutu, on parle de ceci. Je vais encore dire, Monsieur le Président, les rois sont les bâtisseurs. Il n'y a pas un grand chef s'il ne construit pas. Construisons notre pays. Mettons tout ce qu'il faut. Mettons de l'énergie. Mettons notre intelligence. Mettons notre volonté. Construisons ces pays. Et c'est en construisant que nous créons des emplois, que nous redistribuons les richesses. Ceux qui pensaient mettre le chaos, mettre ce pays à genoux, ils ont échoué. Monsieur, reconnaissez votre échec. Ces plans ne marcheront pas. Notre armée est en train de monter en puissance. Et je sais aussi qu'il va arriver un moment où la République démocratique du Congo mettra tout ce qu'il faut pour équiper son armée comme il se doit. Et assurer à la population, aux citoyens, aux militaires, à nos frères en uniforme, leur assurer le bien-être, qu'ils soient bien logés, qu'ils aient des bonnes infrastructures pour leurs enfants. Qu'est-ce qui dit que l'enfant du militaire doit étudier dans de mauvaises conditions? Pourquoi est-ce que nous condamnons les familles des militaires à vivre dans la pauvreté? Et quand le président de la République donne l'impulsion d'un projet comme Fathi City qui concerne à construire des logements modernes pour les militaires, ceux qui s'y opposent, est-ce qu'ils sont avec le président? Ils ne sont pas avec le président. Je me dis, est-ce que le militaire, les policiers sont contre l'amélioration de leurs conditions de vie? Je crois qu'ils n'attendent que ça. Et c'est ce qui va booster leur morale. Je souhaite que demain, nous commencions, qu'elle oppose la première pierre, parce qu'on a l'argent. Les financements sont là. C'est l'administration. C'est la lenteur administrative. C'est de mécanismes de retardement qui sont utilisés malicieusement par certains responsables d'institutions, ce qui est malheureux parce que sous d'autres cieux, l'État est là pour impulser l'entrepreneuriat. Je félicite notre peuple pour sa bravoure, je félicite l'ensemble de nos concitoyens qui ont fait le choix qu'il fallait en notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui rempile pour un second mandat. Nous espérons que le deuxième mandat sera meilleur. Je serai parmi ceux-là qui vont faire que nos citoyens demain aient beaucoup plus de moyens pour nourrir leur famille, pour s'occuper de leurs besoins élémentaires, qu'ils aient du pouvoir d'achat. Et pour ça, nous devons matérialiser des projets d'investissement qui ramènent des capitaux frais et qui font que l'argent circule entre les citoyens.